Un mot important avant le début de votre visionnage, Décrypter l'Afrique a fait le choix de l'indépendance totale. Pas de tutelle politique, pas d'actionnaire, pas de groupe d'intérêt. Mais cette liberté a un coût. Sans plusieurs centaines de soutiens mensualisés, l'émission ne pourra pas continuer. C'est la réalité. On est quasiment à 100 000 abonnés sur YouTube. Si 1% d'entre vous soutient à hauteur de 10 euros par mois, on tient. Si 2% s'engagent, on se renforce. Si vous pensez que l'Afrique mérite une info libre, soutenez-nous. Le lien DonorBox est en description de la vidéo YouTube. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Décrypter l'Afrique. Merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de Décrypter l'Afrique, la quotidienne. Au sommaire aujourd'hui, un entretien avec Maître Marcel Sekaldi, l'avocat de Seif el-Islam Kadhafi, le fils et légataire politique de l'ex-guide libyen Mouammar Kadhafi, tué par balle le 3 février dernier à Zinten, dans l'ouest de son pays. Une mort qui intervient un peu plus de 14 ans après l'assassinat de son père, qui a durablement déstabilisé son pays, mais également les pays alentours, notamment ceux du Sahel. On peut même dire que cet assassinat a déstabilisé l'Afrique en entier. Alors que sait-on déjà sur ce qui s'est passé ? Que sait-on sur les tueurs de Seif el-Islam Kadhafi? Qui avait intérêt à le tuer? Et qu'est-ce que ce crime dit de la situation de la Libye d'aujourd'hui? Ce sont les questions que j'aborderai avec Maître Marcel Sekaldi. Bonsoir Maître Marcel Sekaldi. Bonsoir et bonsoir à toutes vos auditrices et à vos auditeurs. Alors, Maître Sekaldi, vous êtes l'avocat de Seif el-Islam Kadhafi, désormais décédé. Que sait-on aujourd'hui sur sa mort, sur son assassinat? Écoutez, à 14h30, hier, 3 février, un commando de 4 personnes masquées, des professionnels, puisqu'ils ont pris soin de déverrouiller le système de vidéosurveillance. Ils sont rentrés dans la maison. Seif el-Islam était dans la maison avec son seul cuisinier. Il a été abattu dans le jardin de la maison alors qu'il était assis sur un fauteuil. Alors, certains analystes estiment que le modus operandi qui a prévalu lors de cet assassinat porte la marque d'un service tout de même expérimenté et pas forcément de milice locale. Vous êtes de ce point de vue? Absolument, si vous voulez. C'était des professionnels. Ce n'étaient pas des membres de milices ramassés au râteau pour accomplir la besogne. C'étaient des professionnels. Ils déconnectent d'abord le système de vidéosurveillance, pénètrent dans la maison. Seif el-Islam était au téléphone à ce moment-là, avec un de ses amis. Il dit à son ami, des hommes armés entrent chez moi, et les coups de feu ont immédiatement suivi. Alors, que faisait donc Seif el-Islam à Zinten? Quelles forces le protégeaient? Et avait-elle intérêt, ces forces qui contrôlent Zinten, donc, à le faire disparaître? Non, pas du tout, si vous voulez. Il avait pour habitude d'être à Zinten. Il était sous la protection de Zinten. Mais si vous voulez, Seif el-Islam refusait toute mesure de sécurité lourde et pesante autour de lui. Mais pourquoi avait-il refusé? Parce que c'est la personnalité de Seif. Si vous voulez, Seif n'avait pas peur du danger. Il savait qu'il était en danger, mais il n'avait pas peur du danger. Il y a aussi un autre aspect de sa personnalité. Il avait toujours des scrupules à demander quelque chose à quelqu'un. Il ne gênait les personnes. Alors, qui, dans le fond, a le plus de raisons de se réjouir de ce trépas, de cette mort violente, aujourd'hui, en février 2026? Écoutez, c'est très simple. Vous dressez la liste de ses ennemis intérieurs et vous dressez la liste de ses ennemis extérieurs. Et vous allez arriver à la solution. Mais justement, qui sont ses ennemis intérieurs et extérieurs? Intérieurs, il y a bien entendu le clan Haftar et la ville de Misrata, qui est la base arrière de la Turquie en Libye. Donc en fait, c'est le gouvernement... Et sur le plan extérieur, vous avez la Turquie, bien entendu, vous avez la Russie,
puisque désormais la Libye, après la chute de Bachar el-Assad, est devenue la base de la flotte turque dans le bassin méditerranéen. Si Saïf avait été élu président de la République, et c'est pour ça que les élections n'ont pas été organisées, car si les élections avaient été organisées, Saïf el-Islam aurait gagné certainement ces élections. Or, Saïf voulait une Libye indépendante et sûre pour sa population. Et donc vous pensez que la Turquie, la Russie voulaient plutôt garder le contrôle sur le pays via le maréchal Haftar? Mais attendez, ils ont tout à fait intérêt. La Russie pour sa base navale, d'une part, la Turquie par rapport à son influence à Misrata, j'allais même dire le Qatar pour l'exploitation des zones gazières libyennes. Ce sont à la fois des intérêts géopolitiques, géostratégiques et financiers. Alors, donc oui, en Libye, il y a en gros deux gouvernements, celui de Tripoli, reconnu par la communauté internationale, et celui du maréchal Haftar à l'Est. Vous pensez que Saïf el-Islam gênait surtout celui du maréchal Haftar à l'Est? Mais bien entendu. Et pas celui de Tripoli? Mais bien entendu, si vous voulez, c'est les puissances qui ont intérêt à avoir des intérêts logistiques ou financiers en Libye ont intérêt à avoir une Libye divisée. Une Libye unie, réunie, eh bien, ferait obstacle à leur hégémonie. Alors, vous semblez dire que en Libye, Saïf el-Islam représentait une alternative. Certains sondages, par exemple, le créditaient d'une forte cote de popularité. Quel regard les Libyens portaient sur lui? Je pense, si vous voulez, c'est, vous savez, après l'intervention, je ne dis pas l'intervention, je dis l'agression de l'OTAN. 15 ans après, les Libyens ont eu le temps de mesurer la différence. Ce qu'était la situation en Libye du temps de Kadhafi d'une part et ce qu'elle est actuellement sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la sécurité, sur tous les plans. Et donc, la différence était faite. Et d'autre part, même à l'intérieur, même lorsque son père était aux affaires, Saïf était le promoteur d'une politique d'ouverture de la Libye. Et donc, vous pensez qu'il était plus populaire, par exemple, que le maréchal Haftar? Mais ça, si vous voulez, c'est certain. Si vous voulez, c'est certain. Il n'y a pas de... ça ne se discute même pas. Tous les sondages montraient qu'il avait de fortes chances d'être élu président de la République. Et c'est pour cela qu'on l'a tué. On le tue. Et c'est pour ça qu'on le tue. Alors, est-ce qu'il donnait l'impression d'avoir, peut-être pas peur, parce que vous dites que ce n'était pas quelqu'un qui avait peur, mais d'avoir quelques soucis, d'avoir entendu des informations selon lesquelles certains intérêts essayaient de le faire mourir? Mais ça, il le savait, si vous voulez. Mais Saïf était un homme courageux. Il acceptait le danger. Le danger était inhérent à son existence. Alors, en France, il y a quelqu'un qui peut se sentir soulagé, c'est l'ancien président Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, on se souvient que Saïf el-Islam était sorti de sa réserve en début 2025 pour réitérer ses accusations contre lui. Donc début 2025, c'était aussi le début du procès de Nicolas Sarkozy au sujet des financements venus de Libye. Saïf el-Islam affirmait notamment avoir piloté l'opération de remise des fonds pour le financement de la campagne Sarkozy 2007, citant des noms d'intermédiaires et évoquant des détails précis. Il disait aussi avoir subi des pressions de la part de l'ex-président français pour changer son témoignage. Est-ce que ce sont des éléments que vous avez?
Non, si vous voulez, ces éléments, je ne les prends pas en compte. Ce que je prends en compte, en revanche, et c'était le cas d'ailleurs de Saïf, financement de la campagne électorale. Si vous voulez, quand vous parlez du financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy, quand vous mettez en balance les conséquences de l'intervention armée de l'OTAN par rapport aux conditions de ce financement, vous voyez bien que la seule vraie question qui se pose, c'est pourquoi cette intervention? Et les responsables de cette intervention devraient faire l'objet de poursuites de la part de la juridiction internationale. Mais comme la CPI est ce qu'elle est, jamais elle ne le fera. Je vous rappelle que le président Obama avait déclaré que sa pire faute, sa pire erreur, c'était l'intervention en Libye. L'intervention en Libye a favorisé les phénomènes migratoires, a complètement déséquilibré le Sahel avec des centaines de milliers de personnes déplacées, des milliers de personnes, hommes, femmes, enfants tués. Regardez la situation. Et donc, tout cela à cause de l'agression armée de l'OTAN. La véritable histoire de l'agression armée de l'OTAN en Libye reste à écrire. Et donc, finalement, les juges français n'entendront jamais Saïf el-Islam sur les questions de politique française, ceux de la Cour pénale internationale non plus. Aurait-il voulu, à votre avis, s'expliquer sur les crimes qui lui sont reprochés et évoquer justement l'autre partie de l'histoire de cette agression de l'OTAN, selon vos mots? Ben, c'est la partie, si vous voulez, essentielle. Si vous voulez, c'est la partie essentielle. Comment l'OTAN a-t-elle pu mener cette agression armée? Elle a violé une résolution des Nations Unies, je vous le rappelle, car son mandat portait uniquement sur l'interdiction des vols au-dessus du territoire libyen. Et elle s'est servie de cette résolution pour intervenir comme le bras armé de la rébellion. Et donc, vous pensez qu'aujourd'hui, Barack Obama ou bien Nicolas Sarkozy sont plutôt soulagés de cette mort? Écoutez, l'histoire permettra d'établir leurs responsabilités. Regardez, le Parlement britannique a organisé une commission d'enquête sur l'intervention en Libye, avec des mots très sévères, en conclusion, sur Sarkozy et Blair. Est-ce que le Parlement français, Sénat, Assemblée nationale, a suivi la même démarche? Alors, Mouammar Kadhafi avait une image contrastée. En France, il est perçu dans les médias comme un dictateur terrible, peut-être aussi dans le monde arabe, à un moment donné au moins. Mais en Afrique subsaharienne, il était perçu comme un héros panafricaniste par certains, et certains espéraient que son héritage politique serait porté par son fils Saïf el-Islam. Est-ce qu'aujourd'hui, cette lignée politique-là a encore des représentants dans le pays, dans la Libye contemporaine, avec la mort de Saïf el-Islam? Je vais vous répondre franchement, je ne crois pas. Donc c'est la fin de quelque chose? C'est la fin de quelque chose. Et donc, d'une certaine manière, c'est le parachèvement de ce qui s'est passé en 2011 avec la guerre de l'OTAN? Si vous voulez, c'est le dernier avatar de l'intervention armée de l'OTAN, mais ça se situe dans le cadre d'un autre schéma d'intervention. Là, l'objectif, c'était de lui interdire de se présenter à l'élection présidentielle pour éviter qu'il soit élu président de la République. Donc, Saïf el-Islam mort, on peut imaginer qu'une élection présidentielle pourrait se tenir désormais? Là, je pense qu'elle pourra se tenir, oui, effectivement. Merci beaucoup, Maître Marcel. Je vous en prie. Sekaldi, et merci à vous d'avoir regardé cette édition de Décrypter l'Afrique, la quotidienne. Rendez-vous bientôt pour de futurs décryptages de l'actualité africaine.